Ouais, bonjour Alexandre. Alors, on apprend que les appuis de Donald Trump sont en baisse. D'ailleurs, on a un extrait exclusif, Luc. Voilà, c'est fait. Alors, c'est à 40% maintenant. 55% sont en désaccord avec ce qu'il fait en ce moment. Et c'est l'inflation qui lui fait très, très mal. Voilà, donc il connaît, c'est un peu paradoxal encore une fois. Donald Trump réalise ce qu'il avait dit qu'il ferait dans son plan de match, hein, dans la campagne électorale, puis après l'investiture du 25 janvier. Donc, du 20 janvier, pardon, 2025. Euh, Lui cumule les victoires si on ne regarde que le plan de match et on semble aimer plus ou moins le résultat. Et ce qui devrait l'inquiéter, c'est un tout nouveau coup de sonde. Les chiffres sont tout frais d'hier. Donc, dans les choses qu'il pensait régler, dans des choses pour lesquelles on avait critiqué sévèrement Joe Biden, que Joe Biden ait offert une performance au plan économique qui a été tout à fait décente, que l'inflation ait commencé à diminuer, c'était pas assez pour les gens. Donald Trump dit je vais faire mieux et les gens constatent que ça ne s'avère pas. Donc, si un des grands facteurs qui explique la défaite, pas de Biden, pardon, mais de Kamala Harris, puis Biden était là longtemps, c'est Kamala Harris qui était la candidate. Donc, si un des grands facteurs qui explique la défaite démocrate, ça ne va pas mieux chez les républicains, ben, c'est au tour de Donald Trump d'assumer. Donc, c'est intéressant comme chiffre parce que ben, on verra ce que donnent les tarifs, hein. Donald Trump commence à nous offrir des résultats de ce bras de fer pardon, tarifaire. Il vient d'ailleurs de signer une toute nouvelle entente avec l'Union européenne. En même temps, tout le monde pense, ou presque tout le monde pense, que ça va se traduire par, c'est comme une taxe déguisée, qu'il y aura une hausse des produits à la consommation. Donc, ce sera intéressant de voir, encore une fois, comment vont réagir ces partisans. Et au-delà de la population en général, les partisans de Donald Trump. Donc, il y en a un certain nombre là, qui, c'est pas un raz-de-marée, on parle pas de tsunami politique, mais il perd tranquillement aussi l'approbation d'une petite portion de ce qu'on appelle les MAGA, les partisans, les durs, les farouches, les loyaux à Donald Trump. Donc, les deux combinés, si je suis un stratège républicain, encore une fois, le sondage d'hier, ça ne va pas dans la bonne direction. C'est pas là où on voulait se diriger, alors qu'on prépare déjà les élections de mi-mandat. Oui, et quand tu parles justement d'une certaine frange des partisans MAGA qui commencent à lui Hein? tourner le dos, il y a aussi toutes les questions de politique étrangère du président américain Donald Trump. Voilà. Pensons à ce qui se passe, la crise humanitaire à Gaza. Ce sont des images très dures à voir. Là, je pense qu'on est plusieurs à réaliser là, qu'il y a une famine pratiquement généralisée. Des Tout à enfants, fait. des femmes crèvent de faim. Et il y a des partisans qui commencent à taper du pied et qui aimeraient que Trump mette davantage de pression sur Netanyahou, en tout cas au moins là, pour que l'aide humanitaire puisse passer. Là. Voilà, puis il faut se rappeler, hein, Donald Trump en politique intérieure, il se fait le champion de l'antisémitisme. Et parfois on confond antisémitisme et le gouvernement actuel, les critiques du gouvernement actuel ou du premier ministre actuel, M. Netanyahou. Donc, c'est toujours intéressant à observer parce qu'il y a deux choses qui ébranlent les MAGA dans les récentes semaines. La première, c'est le dossier Epstein, dont on parle chaque jour. Puis encore aujourd'hui, on aurait du matériel, hein, ou on a du matériel. Donc, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a des électeurs, mais aussi des élus. Je pense à quelqu'un comme Marjorie Taylor Greene, que les gens connaissent peut-être un peu plus parce qu'elle a parlé énormément dans la campagne. On considérait que c'était une pure et dure côté Donald Trump. Ben là, elle prend la parole pour dénoncer justement le sort qui est réservé aux civils palestiniens. Donc, tu as parlé de famine, tu as parlé d'aide humanitaire. Il faut se rappeler qu'il y a un certain nombre de civils qui ont été abattus aussi par l'armée israélienne en se rendant à des endroits où on leur offrait de l'aide humanitaire, où on allait chercher au moins, pensait-on, l'essentiel. Et on est abattu au moment où on fait ça. Donc, il y a une levée de bouclier, il y a une dénonciation à l'échelle de la planète, et tranquillement, ça gagne les États-Unis jusque dans le mouvement MAGA. Je l'ai déjà mentionné et répété, Donald Trump ne perdra pas ses partisans loyaux et fidèles. Pas en tout cas en grand nombre, à mon avis, mais s'il en perd pour les républicains et pour Donald Trump lui-même, c'est catastrophique. Donc, s'il perd de ces appuis-là, ce sont des électeurs qui n'iront probablement pas voter démocrate aux élections de mi-mandat, ce serait étonnant, mais ils vont peut-être rester chez eux, déçus. Et qu'ils votent démocrate ou qu'ils restent chez eux, c'est un gain net pour les démocrates finalement, parce que ces gens-là,
C'est la raison pour laquelle le Parti républicain s'est accroché, s'est livré pieds et poings liés à Donald Trump. Donc, on verra. Donc, il n'y a pas que le dossier Epstein qui vient ébranler une portion des électeurs ou des partisans dits MAGA. Il y a aussi maintenant la gestion que fait le gouvernement israélien de la question palestinienne. Du Hamas, je pense que ça va faire l'unanimité. Là, on s'attend à ce qu'on lutte contre un mouvement qui est littéralement, ou une organisation qui littéralement s'est livrée à des actions terroristes. Mais là, on parle de civils palestiniens. Luc, tu faisais référence au dossier Epstein. Il faut absolument revenir Ouais. sur les derniers développements. Ben, ça le suit Ouais. partout, le président Trump. Et là, il est revenu sur les raisons pourquoi il avait coupé les Oui. ponts avec Jeffrey Epstein. Et parallèlement à tout ça, on en sait un petit peu plus sur les conditions imposées par Ghislaine Maxwell en vue d'une éventuelle collaboration. Ça, dans tout ce qu'on a eu l'occasion de commenter, qui relève presque du paranormal ou du surréalisme, on a eu droit à un autre chapitre hier ou à un autre épisode. Le président qui dit, ben oui, je me suis chicané avec Jeffrey Epstein, et c'est parce qu'il venait me voler du personnel. Et il a volé du personnel dans des spas de mes hôtels. Et là, on s'est mis à le presser de questions. Il a laissé entendre que c'était des jeunes femmes. Et que parmi ces jeunes femmes, ben, il y a celle qui a attaqué Jeffrey Epstein devant les tribunaux, celle qui a osé parler, hein, puis affronter la tourmente. Et là, les journalistes ont fait des vérifications puis ont dit non, celle-là, ça se peut pas. M. Trump nous emmène ailleurs parce que même après donc qu'il soit allé la chercher ou qu'elle ait passé, elle ait cessé d'offrir ses services à Trump pour passer du côté d'Epstein, les deux hommes étaient encore amis. Donc, mais il a littéralement lui-même pointé vers quelque chose de controversé. C'est du personnel féminin et c'est du personnel féminin qui travaillait déjà pour Donald Trump et qui est passé du côté d'Epstein. Et donc, ce serait ce transfert de personnel ou cette façon d'enlever du personnel à Donald Trump qui, Donald Trump a dit, je l'ai averti, il a continué, donc c'est là où notre amitié ou notre relation, il n'a pas utilisé le terme ami, je pense, mais il dit c'est là où notre relation s'est gâchée. Fait que c'est pas Donc, ses M. Trump fréquentations lui-même, douteuses, c'est pas les femmes de bas âge qui non, étaient autour de lui. Ça, c'est pas ça. C'est qu'il volait du ben, personnel. c'est-à-dire que Eh bien, ça pourrait être ça. C'est là où je trouve que la ligne de communication du président, elle est étrange parce que il soulève d'autres questions avec ça. Puis il continue d'entretenir le mystère autour de ça. C'est que ce sont de jeunes femmes, on ne parle pas de mineurs dans ce cas-ci, mais ce sont de jeunes femmes qui travaillaient dans les spots de Donald Trump. Donc, c'est de dire, ben, il est question de femmes là-dedans, hein, puis il est question de femmes qu'on est venu chercher et dont on a offert les services à des hommes ensuite dans ce réseau assez aberrant, puis qui est littéralement de l'exploitation, Jeffrey Epstein. Donc, le président lui-même vient comme nourrir la machine, et c'est la ligne de communication que j'arrive pas à comprendre. Si je voulais me débarrasser d'un problème ou d'une question, je suis pas certain que c'est ça que j'aurais répondu. Mais je suis pas Donald Trump, je suis pas président des États-Unis. Ça fait pas 10 ans que je réussis dans les médias à imposer ce que je veux. Donc, peut-être qu'on découvrira qu'il y a une logique derrière ça. Sinon, Ghislaine Maxwell, ben, elle a dit, je suis prête à parler, je suis prête à témoigner. Mais la première chose que je veux, ça aussi, quand je dis que c'est surréel, c'est elle est en prison pour des choses horribles. Je répéterai jamais assez souvent que c'est une menteuse dont on a répété les mensonges, dont on a souligné le manque de fiabilité. Maintenant, on s'accroche à cette femme-là pour offrir un témoignage, mais elle a dit, première chose, je veux obtenir l'immunité. Je suis prête à vous parler, mais je veux que rien de ça revienne me hanter, parce qu'elle est derrière les barreaux pour 20 ans, mais ça pourrait être une sentence à vie. Certains disent, on a même été un peu clément avec elle en se limitant à 20 ans, considérant la gravité des gestes posés et pour lesquels elle a été reconnue coupable. Autre chose, elle dit, ben moi j'aimerais que vous me donniez les questions à l'avance. Donc, je veux avoir le temps de me préparer, puis c'est très important ce qu'on va dire. Donc, si j'ai pas les questions à l'avance, je ne le fais pas. Et troisième mesure, et c'est là où on peut s'entendre pour dire que c'est pas demain matin qu'on va entendre Ghislaine Maxwell, elle a dit, j'aimerais ça que la Cour suprême ait statué sur mon cas avant que je vienne témoigner. Donc, il faut rappeler qu'elle a placé, son avocat a placé deux demandes, une à Donald Trump et l'autre à la Cour suprême. Et elle allègue que le gouvernement n'a pas respecté la parole offerte à Jeffrey Epstein il y a plusieurs années, à l'effet qu'on ne poursuivrait pas des associés ou des complices de Jeffrey Epstein. Et donc, si elle est derrière les barreaux, c'est qu'on n'a pas respecté du côté du gouvernement cette entente.
Donc, on verra le président, encore une fois, nous a rappelé, oui, j'ai le pouvoir de la gracier. Donc, là aussi, je suis pas certain que je comprends la logique dans ce cas-là. Sinon, on verra la Cour suprême, mais c'est pas, ça ne me semblait pas être une priorité pour la Cour suprême. Puis, ce sont des dossiers qu'on aborderait de toute façon qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc, tout ça pour dire que le supplice de la goutte, c'est plus intense certaines journées, c'est légèrement plus calme à d'autres, mais le dossier Epstein va continuer à suivre Donald Trump. Et encore une fois, je pense que nous allons en reparler d'ici la fin de la saison estivale. Et on peut compter sur toi pour bien nous éclairer là-dessus. Merci, Luc. Bonne journée. Une bonne journée.